Parfait, si le son est OK, c'est parfait. Le temps que tout le monde puisse se connecter, je vais me présenter succinctement. Je suis donc Joëlle Colombani, chargée des relations entreprises à la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, conjointement avec mes collègues de la CPM de Pau, qui vous présenteront le sujet. Madame Poutz se fera un plaisir de vous présenter ce même sujet jeudi matin à partir de 10h30. Nous avons décidé de vous présenter la maladie professionnelle et une thématique aussi qui est un peu gênante, c'est la nouvelle, la méthodologie pour transmettre les attestations de salaire lorsqu'il y a une nouvelle embauche en maladie. Donc, on quittera le versant maladie professionnelle et on ira voir du côté de la maladie ordinaire pour la nouvelle embauche. Alors, veillez bien à couper vos micros. Je m'en occupe un peu le temps que vous vous connectiez tous. Donc, on va dérouler la présentation en deux temps, la maladie professionnelle et la nouvelle embauche. Alors, vous avez une barre d'outils, vous avez l'habitude certainement, où vous pourrez poser vos questions sur l'onglet discussion. Donc, je vous invite, si vous avez des questions d'ordre général ou sur des cas particuliers, à me poser des questions. Alors, si nous avons le temps, j'y répondrai de façon orale avec vous en direct. Sinon, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je prendrai le fil de la conversation et je ne manquerai pas de vous envoyer en même temps que le diaporama. Je vous enverrai la réponse à toutes vos questions. Donc, on va commencer pour ne mettre en retard personne. Donc, on va commencer par donc, la maladie professionnelle. Sur le sommaire, donc, on a les généralités sur la maladie professionnelle, le délai d'instruction, une petite parenthèse sur le nouveau formulaire d'arrêt de travail en maladie pro, le questionnaire risque professionnel, le QRP. On verra aussi l'attestation de salaire, alors versant net entreprise DSIJ et puis bien sûr la DSN qui est priorisée. Et donc ensuite un dernier sujet sur la nouvelle embauche en maladie ordinaire. D'accord. Donc n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a quoi que ce soit. On peut aussi discuter oralement et de façon très ouverte, il n'y a pas de problème. Alors, les généralités sur la maladie professionnelle, comment ça se passe? La maladie professionnelle, c'est la conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l'exercice habituel de la profession de votre salarié. Alors, la demande de maladie professionnelle, à contrario de l'accident du travail, est complétée et transmise par votre salarié. Il faut savoir que les maladies professionnelles figurent dans un tableau où régissent trois conditions. Il y a la condition de délai de prise en charge, la durée d'exposition et la liste limitative des travaux. Alors, si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, alors l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, si vous le connaissez, vous avez déjà entendu parler peut-être du C2RMP, est demandé. Je fais une parenthèse juste donc sur le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Alors, il a été créé pour permettre aux salariés dont la maladie ne figure pas dans un tableau ou pour une maladie qui ne remplit pas donc tous les critères du tableau de maladie professionnelle, de tenter de faire reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont ils souffrent. Donc, le C2RMP est uniquement saisi par la CPM, la caisse primaire dont dépend votre salarié, et le C2RMP est tenu de se prononcer sur le lien qui existe entre la pathologie présentée par votre salarié et l'activité professionnelle qu'il exerce. Donc, il statue sur le lien de causalité entre la maladie et l'exposition professionnelle quand il n'existe pas de tableau pour la pathologie en question, mais quand la maladie est directement imputable à son activité professionnelle, ou bien quand toutes les conditions du tableau ne sont pas remplies, qu'elle n'a pas le délai de prise en charge, que l'activité professionnelle exercée ne figure pas sur la liste limitative des travaux ou qu'il manque la durée d'exposition qui est exigée également pour pouvoir être représenté par cette activité professionnelle.
Donc, les décisions prises par le C2RMP, par le comité régional, s'imposent bien évidemment aux caisses primaires de sécurité sociale. En résumé, pour vous faire un tableau, donc je vous enverrai ce diaporama de toute façon. Donc, vous pourrez vous poser un petit peu en recul et pour le regarder d'un peu plus près. Donc, vous avez un glossaire, parce que nous, c'est vrai qu'on a tendance à parler de façon un petit peu raccourcie. Donc, on retrouve le C2RMP, le CMI, le certificat médical initial. Et là, on va parler de SA et SM. SA, c'est le service administratif, c'est-à-dire c'est nous. Et SM, le service médical, qui est composé, bien entendu, de médecins conseils qui travaillent donc à la caisse primaire. À la réception de la déclaration de maladie professionnelle qui est complétée par votre salarié et du CMI, le service médical va avoir 4 missions. Il va étudier la recevabilité de la demande. Il va demander des éventuelles pièces complémentaires. Alors, ça peut être à votre médecin, au médecin traitant, au médecin qui suit, bien sûr, votre salarié. Il va déterminer la date de première constatation médicale, le point de départ de la pathologie. Et il va informer le service administratif, nous informer de la maladie à retenir dans le tableau des maladies professionnelles ou si c'est hors tableau. Il y a deux solutions, comme on vous les a présentées. Si c'est hors tableau, le service médical détermine le taux d'incapacité professionnelle. Alors, s'il est inférieur à 25%, le service administratif, c'est-à-dire que nous notifions un rejet de la maladie professionnelle. Et si ce taux d'incapacité est supérieur à 25%, donc un quart de la capacité de travail, à ce moment-là, des investigations sont lancées, une enquête sur le poste de travail. D'accord? Et si la maladie est dans un tableau bien défini, si les conditions, alors le service administratif vérifie que les conditions du tableau sont bien remplies, d'accord? Si les conditions sont bien remplies, le service administratif notifie un accord. Et si les conditions de travail ne sont pas remplies, les conditions auxquelles se rapporte ce tableau ne sont pas remplies, on transmet le dossier au comité régional des maladies professionnelles. Tout comme si vous avez donc des investigations qui sont lancées, lorsque votre salarié présente une maladie hors tableau, mais dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 25%. Et ensuite, le C2RMP prend sa décision et c'est nous, service administratif, qui notifions la décision du C2RMP. Alors, vu qu'on est sur les généralités de la maladie professionnelle, on vous fait un petit rappel et c'est une obligation légale d'adhésion à ce compte Action de travail maladie professionnelle. Donc, cette notification dématérialisée du taux de cotisation d'action de travail et maladie professionnelle est obligatoire depuis le 1er janvier 2022. Vous devez avoir normalement reçu une notification dématérialisée avec votre taux de cotisation début 2022. Sachez que pour chaque entreprise, il suffit de s'inscrire au compte AT-MP sur Net Entreprise avant le 12 décembre 2022. Donc, faites bien attention, vous devez bien remplir cette condition qui est aujourd'hui obligatoire. Vous êtes tenu, vous, chef d'entreprise, de procéder à cette inscription. Et même si vous avez délégué des possibilités d'action à vos cabinets comptables, à vos tiers déclarants, ne peuvent pas le faire à votre place. Donc, sachez-le, c'est vous seul, en tant que chef d'entreprise, qui avez la main dessus. Alors, on vous a fait juste un petit rappel on ne va pas rentrer dans le calcul du taux de cotisation parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais sachez que donc il y a 3 taux auxquels chaque entreprise peut adhérer. Il y a l'application du taux collectif, donc ça c'est de 1 à 19 salariés. Donc, il est calculé en fonction de la sinistralité du secteur. Donc là, on prend toutes les entreprises, tous les accidents, et c'est en fonction, ce taux de cotisation, il dépend uniquement du nombre d'accidents et de survenus dans le secteur d'activité et de maladies professionnelles, bien sûr.
Il y a donc une existence du taux mixte, ça concerne les entreprises de 20 à 149 salariés, et l'application du taux individuel qui concerne les entreprises de plus de 150 salariés. Alors, on a vu un petit peu les généralités des maladies professionnelles, la définition, le comité régional. Là, on va regarder les délais d'instruction, comment ça se passe ici, chez nous, en CPM et avec le comité régional. Alors, lorsque nous recevons une demande de maladie professionnelle et que cette maladie professionnelle est inscrite dans un tableau bien défini. Donc, il faut savoir que les délais démarrent à la réception des éléments obligatoires, la demande de maladie professionnelle et le CMI, le certificat médical initial, et examen complémentaire, par exemple l'audiogramme pour la surdité. Donc, les délais démarrent à la réception de ces documents. Donc, vous recevez un courrier qui vous informe de la déclaration de maladie professionnelle, un questionnaire, vous recevez un questionnaire en ligne qui vous rappelle tous les délais d'instruction qui vont courir. Là, nous disposons de 100 jours pour envoyer tous les documents et toutes les questions que nous avons à vous poser pour pouvoir prendre une décision conjointement avec l'aide donc du service médical. Donc, vous, en tant qu'employeur et le salarié, vous avez 30 jours pour répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne répondez pas aux questionnaires qui vous sont présentés, le service administratif, conjointement avec le service médical, devront prendre une décision sans vos réponses, ni du salarié et ni de vous en tant qu'employeur. Ensuite, donc, à l'issue de ces 100 jours, il y a une mise à disposition des pièces et du dossier qui vous est présenté avec un délai de consultation où vous avez la possibilité d'émettre des observations ou des pièces complémentaires au dossier. Et cela est valable pendant 10 jours. Ensuite, à l'issue de ces 10 jours, il y a 10 jours supplémentaires où il y a un délai de consultation, mais sans observation possible. Ça veut dire que là, vous repartez consulter le dossier, mais vous ne pouvez pas ajouter de pièces supplémentaires au dossier de maladie professionnelle. Et ensuite, il y a une notification de la décision qui est rendue aux deux parties. Il y a également les délais d'instruction avec le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque la maladie professionnelle est hors tableau, qu'elle n'est pas inscrite dans un tableau. Donc, le point de départ du délai, c'est forcément lorsqu'on reçoit la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial. Là, il existe une période de 30 jours où vous pouvez consulter et émettre des observations dans le dossier, vous en tant qu'employeur, votre salarié également, mais aussi nous, service administratif, et le service médical également. Au bout de ces 30 jours, il y a 10 jours supplémentaires où là, vous aurez la possibilité de consulter le dossier, mais uniquement en consultation, par contre, avec des observations possibles, mais uniquement pour vous en tant qu'employeur et pour le salarié également. Ensuite, le dossier part au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles qui se trouve à Bordeaux. Et là, il y a 70 jours pour ce comité régional pour rendre une décision qui va s'imposer du coup à la caisse primaire. Au bout de ces 70 jours, et ça peut être auparavant, ça peut être antérieur à ces 70 jours, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de ces 70 jours. 70 jours, c'est un délai maximum. Il y aura donc 10 jours pour notifier la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que nous envoyons donc du coup à l'employeur et aux salariés.
Donc, on continue, toujours, notamment là, on fait un focus sur la maladie professionnelle. Hein. Bon, l'accident du travail va être concerné par cette petite parenthèse. C'est à propos du nouveau formulaire d'arrêt de travail. Donc, comme vous le savez, depuis quelques mois déjà, il y a une mesure de simplification qui a été mise en place qui consiste à fusionner les avis d'arrêt de travail en maladie et en accident de travail et maladie professionnelle dans un modèle d'avis d'arrêt de travail commun. On va le voir sur la slide d'après. Donc, pour but de simplifier, bien entendu, la prescription des arrêts de travail pour les professionnels de santé notamment, et de rendre plus lisibles les démarches pour l'ensemble des acteurs concernés, c'est-à-dire pour vous en tant qu'employeur comme pour les salariés. Alors, il faut être vigilant, effectivement, puisque cela ne relève que d'une case cochée que nous allons voir sur l'avis d'arrêt de travail. Il faut être très vigilant pour faire la différence entre la maladie ordinaire, effectivement, et un accident de travail ou maladie professionnelle. Donc, en cas d'avis d'arrêt de travail initial ou prolongation, vous, en tant qu'employeur, vous ne recevrez plus qu'un seul formulaire unique qui concerne quelque risque que ce soit. Donc, je vous ai mis la liste de ce qui changeait sur le nouveau formulaire d'avis de travail et notamment pour nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est la prescription des arrêts de travail en accident de travail et maladie professionnelle. Vous pouvez retrouver de toute façon toutes les informations. Je vous ai mis un lien qui vous permet d'aller consulter toutes les modifications qui sont intervenues. Alors, on se retrouve aujourd'hui face à cet avis d'arrêt de travail que vous avez déjà certainement vu. Et on va faire un petit focus sur cette partie-là, puisque lorsque vous recevez un avis d'arrêt de travail aujourd'hui, vous pourrez donc voir s'il est en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse, mais sans rapport ou en rapport avec un accident de travail ou une maladie professionnelle, et avec ici la date de l'accident de travail ou maladie professionnelle. Soyez très vigilants. Alors, il m'a été posé la question, je l'anticipe. Pour les prolongations de soins, nous, on considère que jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion de la maladie professionnelle, jusqu'à la décision finale, guérison, consolidation, guérison apparente, voilà, on considère donc du coup que les soins courent, en fait. Donc, on les prolonge. Alors, sachez que le salarié, par contre, est tenu d'envoyer ce certificat-là d'avis d'arrêt de travail, mais l'autre certificat médical aussi, que le médecin lui donne, lui établit, et qu'il nous envoie. Ce document reste toutefois visible lorsque vous avez les délais de consultation et lorsque vous consultez le dossier de maladie professionnelle de votre salarié. Vous aurez accès effectivement à ce document que vous n'avez pas lorsqu'il vous présente ses premiers avis d'arrêt de travail initial ou prolongation qui notifie les durées d'arrêt de travail. Ensuite, nous allons voir donc le questionnaire risque professionnel. Aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas encore de compte sur le questionnaire risque professionnel parce que tout simplement, vous n'avez pas eu de dossier. Donc, ce que je vous souhaite, voilà. Mais l'applicatif aujourd'hui questionnaire risque professionnel vous permet, en cas d'enquête, en cas d'investigation de notre part dans l'instruction du dossier accident de travail ou maladie professionnelle, donc de répondre au questionnaire envoyé par la caisse primaire, de consulter et télécharger si besoin les pièces du dossier durant la phase de consultation et de faire toute observation possible que vous avez la possibilité de faire dans les délais de consultation dont on a parlé tout à l'heure. Donc, vous bénéficiez également de rappels sur les échéances et vous êtes informé de toute nouvelle observation faite sur le dossier lorsque vous n'en faites pas, mais lorsque votre salarié peut en faire. Vous pouvez vous connecter donc sur cette adresse-là, ce qui vous donne l'accès au site risque professionnel. Donc, lorsque vous faites votre première connexion, alors, soit parce que lorsque vous avez un premier dossier accident de travail ou maladie professionnelle, vous allez recevoir par courrier un code d'accès. Et c'est ce code d'accès qui va vous permettre d'entrer et de configurer votre compte risque professionnel.
lorsque vous avez un nouveau dossier accident de travail ou maladie professionnelle et que vous avez déjà un compte QRP, vous recevez par mail l'information qu'un nouveau questionnaire est mis à disposition et que vous devez aller sur votre compte QRP pour y répondre. Vous, en tant qu'employeur, vous prenez cet accès-là. Donc, vous faites la création du compte en ligne ou sinon, vous repartez sur votre compte déjà créé. Et vous pouvez donc faire toutes les consultations des pièces du dossier lorsqu'il vous en est donné la possibilité ou répondre au questionnaire. D'accord? Vous avez 30 jours pour répondre aux questionnaires qui vous sont envoyés pour les maladies professionnelles et 20 jours pour les accidents du travail. Et attention, lorsque vous faites votre première connexion, à bien utiliser une adresse mail générique. Alors, je vous ai mis juste en visu de ce que cela pouvait rendre lorsque vous aurez l'occasion de remplir un questionnaire. Aux étapes 1 et 2, vous allez répondre aux questions concernant donc le métier du salarié, son organisation de travail et les conditions de son poste de travail, les conditions particulières de son emploi, les absences, la chronologie des postes occupés et l'environnement et les conditions de travail. Donc, vous avez toujours possibilité d'ajouter des pièces ou des photos ou des pièces jointes en fonction des questions qui vous sont posées, bien entendu. Et sur les étapes 3 et 4, vous répondrez à des questions concernant surtout la pathologie de votre salarié et vous validez le questionnaire. Donc, bien entendu, le récapitulatif du questionnaire pourra être téléchargé et vous pourrez l'enregistrer. Donc, ça, c'était pour le QRP. Ensuite, donc, lorsque vous recevez une demande de maladie professionnelle avec certificat médical, votre salarié peut faire la demande avec une durée de soins dont il aurait besoin pour soigner sa pathologie, mais la conséquence directe d'une demande de maladie professionnelle peut être une durée d'arrêt de travail, un arrêt de travail. Dans ce cas-là, vous êtes tenu de transmettre une attestation de salaire, donc DSJ ou DSN. Alors, la DSJ, c'est via Net Entreprise et vous complétez l'attestation de salaire. Mais sachez bien entendu que la transmission d'une DSN événementielle, d'un signalement d'événement, est privilégiée aujourd'hui. Donc, si vous êtes sur la Net Entreprise et que vous transmettez une attestation de salaire, dans ce cas-là, soyez bien vigilant au dernier jour de travail. Alors, si votre salarié a travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour de travail correspondra donc à la date de l'arrêt de travail. Et si le salarié n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour de travail se situe la veille de l'arrêt, quel que soit le jour. Ça peut être donc un dernier jour de travail, un dimanche ou samedi, même si votre salarié ne travaille pas le week-end. Dans le salaire de référence, on vous demande d'indiquer le salaire brut soumis à cotisation du mois qui précède l'accident de travail ou du coup la maladie professionnelle. Donc, vous indiquez le salaire brut et le montant des cotisations qui équivaut à 21% du salaire brut. C'est un taux forfaitaire. Mais il y a également 2 autres rubriques qui sont assez importantes lorsque vous n'êtes pas en DSN et que le système ne le fait pas obligatoirement ou automatiquement. Donc, les primes, dans le cadre B, donc les primes mensuelles soumises à cotisation sont prises en considération intégralement dans le salaire de référence. Prime d'activité, prime de productivité et prime de vacances. Mais les primes autres que mensuelles, qui peuvent être semestrielles, trimestrielles ou annuelles, sont prises également en considération. Alors, elles se reportent sur une période égale à leur périodicité, c'est-à-dire qu'on vous demande ici de noter la date à laquelle elle est versée. Ici, c'est 31 décembre 2020, par exemple, et sa périodicité. Donc, il me semble qu'ici, c'est 1er juillet au 31 décembre 2020. Donc, c'est une prime semestrielle.
Et dans ce cas-là, cette prime-là, nous allons en prendre un sixième, puisqu'elle est à périodicité semestrielle. Voilà. Case C, la perte de salaire. Donc là, vous indiquez le motif d'une éventuelle perte de salaire. Maladie, accident du travail, maternité, chômage total ou partiel, fermeture de l'établissement, congé non payé mais autorisé, ça c'est en absence autorisée. Et donc, vous indiquez le montant du salaire brut perdu et à côté, ici, vous allez indiquer le montant des cotisations également qui est de 21% de ce salaire brut perdu. Alors, deux choses qui sont importantes. La subrogation. Donc, en DSN ou sur notre entreprise, nous vous demandons de ne pas limiter la subrogation aux simples dates de la période d'arrêt de travail. Pensez à mettre donc la date de fin de subrogation maximale qui correspond à votre convention collective ou votre accord de branche, afin de limiter vraiment les régularisations qui pourraient intervenir sur le paiement des prolongations, par exemple. Et si vous êtes dans le dispositif DSN, il faut savoir que, mais bon, c'est un rappel, depuis le 1er janvier 2022, la saisie du signalement par vous, employeur ou tiers déclarant, génère 2 attestations de salaire en DSN. Donc, une en accident de travail, maladie professionnelle, qui nous est transmise, mais une est également au risque maladie ordinaire qui permet le paiement des indemnités journalières provisionnelles, le temps de l'instruction du dossier de maladie professionnelle. Alors, l'attestation de salaire, on reste dessus pour voir un petit peu rapidement le calcul de l'indemnité journalière. Donc, il n'y a pas de condition d'ouverture des droits aux indemnités journalières, mais la seule condition, c'est que le caractère professionnel de la maladie doit être bien sûr reconnu. Dans le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités journalières, c'est le mois civil qui précède l'arrêt. Donc, on calcule le gain journalier de base, 30,42e du salaire de référence à la date de l'arrêt de travail, et ensuite le gain journalier net. On calcule donc le salaire net, qui est le salaire brut de référence moins le taux forfaitaire qu'on a vu tout à l'heure de 21%. Et on prend donc 1 sur 30,42e du montant du salaire net. L'indemnité journalière normale est égale à 60% du gain journalier de base et à compter du 29e jour d'arrêt, cette indemnité journalière est majorée. Sur le chapitre de la maladie professionnelle, c'est un tour d'horizon que nous avons voulu présenter de cette façon-là. Alors peut-être qu'on a oublié certains détails ou certaines choses qui vous sont arrivées ou qui pour vous sont importantes. Je vous invite vraiment à nous poser des questions. Peut-être, voilà, là je vois qu'il y a 3 questions. Je vais les regarder avec vous. Alors, si je peux y répondre. Si nous recevons ce taux automatiquement tous les ans, c'est que nous sommes déjà abonnés. Oui, tout à fait. Pas de souci. Parce que l'avis du C2RMP nous est envoyé. Alors, non, l'avis du C2RMP, pardon, nous est envoyé à nous, CPAM, service administratif, et nous vous en informons ensuite, nous vous informons de cette décision. L'adresse mail générique, une adresse mail sur laquelle vous n'êtes peut-être pas seul à être destinataire, dans le sens où si vous êtes absent pour quelque raison que ce soit, ça peut être une courte durée ou pour une durée plus importante, nous devons vous envoyer des questionnaires. Il faut que votre équipe, alors vous ou une ou 2 autres personnes, puissent être destinataire de ces questionnaires, même si vous êtes absent et que vous êtes en charge habituellement pour répondre à ces questionnaires-là, que ce soit en accident de travail ou maladie professionnelle. En fait, il se trouve que des fois, on reste bloqué sur des dossiers parce que la personne qui s'en occupe est absente.
mais ça peut être une absence congé ou une absence peut-être maladie non voulue. Et personne ne peut prendre le relais puisque l'adresse est uniquement mais très personnalisée. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de mettre une adresse peut-être plus générale pour que 2, 3 ou plus de personnes puissent en avoir l'accès. On va regarder maintenant les conditions euh, pour l'étude du versement des indemnités journalières en maladie ordinaire dans le cas d'une nouvelle embauche, puisque la règle a changé, comme vous pouvez le savoir, et cela peut surprendre si vous n'êtes pas au courant forcément. Ce qui peut surprendre, c'est le montant de l'indemnité journalière qui est servie, notamment si vous êtes dans le cadre d'une nouvelle embauche et que vous pratiquez la subrogation au départ de la nouvelle embauche de votre salarié, en cas d'arrêt de travail, bien sûr. Alors, la règle générale qui s'impose aujourd'hui, si le salarié a eu d'autres contrats durant la période de référence, nous allons prendre en compte les salaires réellement perçus durant la période de référence et le salaire établi du mois de l'embauche selon le cas. Donc, on ne prend plus le salaire rétabli sur les 3 mois qui précèdent l'arrêt de travail. On prend le salaire rétabli uniquement pour le mois de l'embauche et on va prendre le salaire à 0 pour les mois qui précèdent le mois de l'embauche pour le même employeur, pour vous en tant qu'employeur. On va voir quelques exemples après. Sachez que dans le cadre de la subrogation, comme je vous l'ai dit, si vous, en tant que nouvel employeur, vous faites la demande de subrogation, la subrogation ne sera appliquée sur la part de l'indemnité journalière qui correspond à la partie des salaires de vous en tant que nouvel employeur. L'autre partie qui sera réglée par rapport aux autres salaires perçus antérieurement sera versé directement aux salariés et non subrogé, bien entendu. Je m'explique. On vous a mis quelques cas qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Alors, toujours pareil, si ce n'est pas clair ou si vous avez des exemples à nous faire remonter avec de l'incompréhension sur le montant de l'indemnité journalière, n'hésitez pas. Dans le cas d'une nouvelle embauche, alors avec par exemple un contrat clos et une nouvelle embauche. Alors, vous êtes employeur A, vous embauchez votre salarié en mars et janvier-février, pas de contrat chez vous. Il est en arrêt en avril, mais il travaillait dans une autre entreprise au mois de janvier-février. Le calcul de l'indemnité journalière va se faire à partir de l'autre employeur, l'employeur B, pour les mois de janvier-février, et nous allons prendre le salaire établi de 2 000 € dans ce cas-là ici, pour vous en tant qu'un nouvel employeur. Alors, je me répète, et je ne cesserai de le répéter, s'il y a une demande de subrogation, sachez que donc seule la partie d'indemnité journalière qui se réfère à ces 2 000 € sera versée en subrogation. Donc, ce sera une indemnité journalière inférieure à ce que vous vous attendriez. D'accord? Et l'autre partie de l'indemnité journalière sera versée aux salariés qui correspond au montant des salaires de référence des 2 premiers mois, janvier et février. Cas numéro 2, un contrat clos et une nouvelle embauche au mois de l'arrêt. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que janvier-février, il ne travaillait pas chez vous, mais il travaillait chez un autre employeur. En mars, il ne travaillait pas chez vous non plus, mais c'est une nouvelle embauche. Et nouvelle embauche au mois d'avril, donc au mois de l'arrêt de travail. À ce moment-là, l'indemnité journalière va être calculée à partir des 2 premiers salaires janvier-février qui ont été perçus chez l'autre employeur, dans l'autre entreprise, et on prendra un salaire pour le mois de mars qui équivaut à 0. On ne le rétablira pas puisque l'embauche intervient au 1er avril chez vous. D'accord? Et dans un cas numéro 3, il n'y a pas d'autre contrat sur la période de référence. Alors là, on va prendre 0 et 0 au mois de janvier et février ici, puisque chez vous, il n'a pas travaillé. Il est embauché au mois de mars, donc on va prendre le salaire rétabli seulement, et c'est ce seul salaire sur lequel va être calculé le montant de l'indemnité journalière. D'accord ?
3 derniers exemples pour clôturer cette présentation. Plusieurs contrats clos et une nouvelle embauche. Donc là, on va additionner ce que votre salarié a perçu lors de ses divers emplois antérieurs, employeur B, employeur C. Donc, on va prendre ce premier montant de salaire à 1 500 € par exemple. Pareil pour le mois de février. Et pour le mois de mars, vous l'embauchez, donc on va prendre le salaire rétabli plus le salaire à 500 € chez son autre employeur. D'accord? Ici, on a un autre exemple, un contrat clos, un autre contrat actif et une nouvelle embauche. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois, de toute façon, on prend ce qui est le plus intéressant et on prend toutes les activités au final de votre salarié. Donc, on additionne ces activités entre elles. Ce qui est important à retenir dans ce cas-là, c'est effectivement que la part d'indemnité journalière qui est demandée par votre entreprise en subrogation ne sera donc égale que, à la partie qui concerne le montant du salaire que vous allez verser. D'accord? Tout le reste du calcul, ce sera une indemnité journalière qui sera versée à votre salarié. D'accord? Et le dernier cas, notre contrat actif et une nouvelle embauche. Donc, votre salarié a travaillé chez un employeur en janvier et février, mais pas chez vous. Vous l'embauchez, donc on va rétablir le salaire et on va prendre donc le contrat également de son autre employeur pour l'intégrer au salaire de référence. Donc, on aura 500 plus 500 dans ce cas-là et 2500, 2000 plus 500 ici pour le calcul de l'indemnité journalière. Alors, je regarde parce que on arrive sur la fin. Alors, sur les exemples, pourriez-vous indiquer qui touche les subro et ou salariés? Oui, bien sûr. On peut le faire, bien entendu. Avant que je modifierai le diaporama avant de vous le transmettre. Et à ce moment-là, je vous les mettrai, je vous ferai une légende, d'accord? Je ne vais pas vous faire la répartition, mais au moins là, voilà, ici, par exemple, dans cet exemple, on va avoir juste ces 2000 € qui vont concerner la part subrogée. Lorsqu'il y a subrogation, hein, sinon, voilà, on s'entend bien. Hein, sinon, la répartition de l'indemnité journalière va aux salariés d'un bloc. Il n'y a pas de distinction entre les employeurs. Je vais essayer de trouver une légende qui pourra un peu plus clarifier ces situations-là. Donc, il n'y a pas d'intérêt à réaliser une subrogation en maladie dès l'embauche si les 3 mois ne sont pas réalisés dans la même entreprise, car le salarié va percevoir 2 fois une partie de son salaire maintenu plus. C'est tout à fait ça. En fait, c'est tout à fait ça. On se rend compte qu'avec ce mode de calcul, s'il y a subrogation sur un mois, oui, il va percevoir beaucoup plus. Alors, si vous lui maintenez le salaire total par rapport à 3 mois de salaire établi et si vous faites un maintien de salaire, effectivement, il risque de percevoir le maintien de salaire dans votre entreprise, l'entreprise qu'il a nouvellement embauchée, plus la partie des indemnités journalières qu'il pourra percevoir grâce à ses emplois antérieurs, effectivement. Alors, si vous pouvez vous attendre à recevoir des indemnités journalières lorsque votre salarié, dans ces exemples-là en fait, lorsque votre salarié a commencé vraiment une activité dans votre entreprise et lorsque ce début d'activité a commencé sur le mois qui précède le mois de l'embauche. D'accord ? Parce que là, vous voyez, s'il commence en avril et qu'il est arrêté au mois d'avril, c'est-à-dire que s'il est arrêté le mois où vous l'embauchez, il est embauché le 1er avril, il est arrêté le 15, à ce moment-là, vous voyez, on prend un salaire à 0
pour le 3e mois de référence, qui est le mois de mars et qui est chez vous. On ne le rétablit pas. Donc, la part subrogée, par exemple, là, serait à 0. Et votre salarié percevrait une indemnité journalière calculée sur les 2 000 €, mais qui concerne l'autre employeur. J'espère que c'est assez clair. J'essaye d'être le plus clair possible. Salarié malade le mois de l'embauche, comment sont calculées les IJ, notamment si les contrats sont très différents. Alors, salarié malade le mois de l'embauche, c'est ce qu'on vient de voir du coup. C'est-à-dire que votre salarié, on va lui demander son activité sur les 3 mois qui précèdent le mois de l'embauche, d'accord? Mais pour vous, en tant qu'employeur, on va vous demander éventuellement le dernier jour de travail pour en être sûr. Mais vos 3 mois, janvier, février, mars, seront égales à 0, puisque c'est une nouvelle embauche et que votre salarié arrive le mois de son arrêt de travail. Et l'indemnité journalière sera calculée par rapport à ses salaires antérieurs. Alors, s'il n'a pas du tout travaillé, mais il n'y a pas droit aux indemnités journalières. S'il a travaillé de façon antérieure, irrégulière, ça c'est à nous de faire les calculs en intégrant ces périodes de chômage ou l'irrégularité du travail. Mais sachez que de toute façon, si une indemnité journalière est issue de ces professions-là, de ces activités professionnelles antérieures, ce ne sera pas versé en subrogation. Alors, il n'est pas possible de récupérer les indemnités journalières versées aux salariés pour les déduire de la subrogation. Alors, nous, non, c'est-à-dire que nous, le système ne le fait pas. C'est comme ça, c'est une nouvelle règle qui a été imposée. Voilà, on la comprend, on l'accepte, on l'accepte pas. De toute façon, je vous dirais, on n'a pas le choix, c'est imposé comme ça. Donc, les récupérer, alors il y a 2 solutions. Soit effectivement, c'est un accord avec votre salarié et à ce moment-là, il vous donne le montant de ce qu'il a perçu. Mais sachez que nous n'avons pas le droit de vous communiquer le montant de l'indemnité journalière qu'il perçoit ou qu'il aurait perçu avec cette nouvelle embauche avec les professions antérieures. Excusez-moi, j'étais en train de lire la question. Alors, pouvez-nous préciser depuis quand? Oui, depuis le début de l'année 2022. C'est-à-dire que depuis le 1er mars 2022, pour être bien précise. Est-ce le cas que pour la CPM ou également la MSA? Écoutez, moi, j'ai envie de vous dire que nous, ce sont des lettres réseau et ce sont des décisions qui sont prises pour les caisses primaires. Donc après, je n'ai aucune idée, je vous avoue, des règles de calcul qui ne sont pas les nôtres, en fait. Les indemnités de chômage perçues les mois précédents entrent-elles en compte pour le calcul des IJ? Alors, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On neutralise les journées de chômage, si mes souvenirs sont bons. Donc, on ne prend pas les montants. Ça n'a pas la même valeur vu que les cotisations sur ces allocations ne sont pas les mêmes. Mais ce sont des jours qui sont neutralisés. Voilà, sachez que si vous avez des questions supplémentaires ou des demandes d'informations complémentaires sur ces sujets, sur ces 2 sujets, alors vous pourrez retrouver ma collègue Madame Poutz, qui est épaulée de Madame Etchessar, ce sont mes collègues de Pau, et qui vont vous présenter le même sujet de la maladie professionnelle et la nouvelle embauche, avec une petite variante supplémentaire puisqu'elles ont une plateforme Lucie qui est en place à Pau et dont je ne parlerai pas ici puisqu'elle n'est pas chez nous, elle n'existe pas en CPM de Bayonne. Je vous fais des rappels pour les dépôts de documents. Alors je sais, et je vais être très honnête, je sais très bien qu'aujourd'hui, on vous donne beaucoup de canaux d'entrée et de transmission de pièces jointes, voilà, entre les mails, les adresses de dépôt de documents, voilà, QRP, voilà, il y a beaucoup de moyens de communiquer avec nous. Alors, on ne va pas s'en plaindre, mais c'est vrai qu'avec mes collègues, nous espérons des canaux de contact peut-être plus restreints et uniques pour s'y retrouver et pour pouvoir voilà, vous répondre le mieux possible.
Vous avez également des sites qui sont bien pour toutes les nouveautés, et notamment pour ces modalités d'application de nouvelles embauches ou autres calculs de l'indemnité journalière, par exemple sur netentreprise.fr ou sur amélie.fr. Et bien sûr, la plateforme employeur, lorsque vous avez des questions d'ordre général ou sur des dossiers, en vérifiant bien sur vos bordereaux d'indemnité journalière que les paiements n'ont pas été faits, ou voilà, vous pouvez contacter la plateforme employeur si vous avez des questions. Après, bien évidemment, nous essayons de rester le plus disponible possible avec mes collègues pour répondre à vos appels ou mails. Et on fait le maximum pour traiter le plus de choses possible. Donc là, si je regarde le calendrier, donc jeudi, on vous donne rendez-vous si des collègues, par exemple, à vous veulent participer à cette présentation jeudi à 10h30 avec Madame Poutz de Pau. Et le 8 décembre, Madame Etchessar vous présentera pour les caisses primaires de Pau et Bayonne les modalités du congé paternité avec le fichier des profits, voilà, ce qui se passe en DSN, l'acte de naissance, voilà, toute cette petite présentation parce que ça a subi aussi des modifications. Donc, Madame Etchessar pourra répondre à vos questions le 8 décembre. Voilà, vous trouverez toutes ces dates. Je vous envoie bien entendu le diaporama. Je vais essayer de mettre en lumière la partie subrogée pour répondre à votre demande. N'hésitez pas, je vais vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées ou de vos envies pour qu'on puisse vous présenter des sujets éventuellement pour commencer le début d'année 2023 avec vous, avec le maximum d'informations peut-être qui vous manqueraient ou que vous avez envie de réentendre de notre part. Voilà, et ce petit questionnaire ne vous prend pas beaucoup de temps, mais ce serait très bien si vous pouviez nous l'envoyer. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre participation. J'espère avoir été suffisamment claire. Et si souci, voilà, vous pouvez nous contacter et nous envoyer des questions hors présentation. Pas de souci. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie.